Alors, un autre promoteur, Hervé Legros à Lila, Habiter autrement, 3 minutes. Habiter autrement, Dans l'autre c'est... sens, Ah, pardon. Habiter autrement, c'est vrai que c'est déjà de recentrer pour qui on construit, et on construit en fait pour des habitants, pour des gens, et non pour des investisseurs. Mais surtout, ce qui est important, c'est que nous, notre positionnement chez Lila, c'est d'accompagner le monde HLM dans la production de logement social et de logement intermédiaire, et on doit dire que le logement social est un logement innovant. Alors c'est vrai que quand on parle d'innovation, c'est pas forcément aujourd'hui, on pense pas tout de suite à l'immobilier en fait. Le mot innovation a été extrêmement approprié en fait aux startups, au monde de la high-tech, et pourtant le logement a de l'innovation et fait de l'innovation, et le logement social est un logement qui depuis des années est extrêmement innovant. Innovant parce que les gens qui habitent dans le logement social, ce sont des gens à des revenus modestes, donc toutes ces problématiques forcément de surface, mais aussi de gestion de charges, forcément il faut en tenir compte, et puis aussi de se dire que le bâtiment doit avoir une longévité, car quand un organisme social achète un bâtiment, il doit le garder pendant 40 ou 50 ans. Donc les produits et les matériaux doivent forcément être innovants et solides pour pouvoir garder, en tout cas sur la durée. Ensuite, après, quand on dit de construire pour les gens, c'est pas après une critique ou c'est pas non plus une confrontation avec les promoteurs ou en tout cas avec mes confrères. C'est simplement de se dire aujourd'hui, est-ce que le logement qui est produit depuis des années correspond aujourd'hui à des familles ou à des styles d'habitants. Et je crois que malheureusement, en 10 ans, les surfaces ont plongé, les prix ont augmenté, et que malheureusement aujourd'hui, les gens, en tout cas des familles, ne peuvent pas habiter. Je prends souvent l'exemple du T3 de 53 mètres carrés. Les surfaces ne correspondent pas malheureusement en adéquation aujourd'hui avec le marché. On a oublié aussi beaucoup de personnes dans le logement familial. Il ne faut pas oublier que voilà, il y a besoin aujourd'hui de familles qui a besoin de logement. Et puis c'est vrai que le grand oublié après de tout ça, c'est bien évidemment le logement abordable. C'est toutes ces classes modestes qui aujourd'hui malheureusement avec des revenus pourtant même voilà, qui ne sont pas ni éligibles au logement social et ni éligibles pour acheter un logement dans le parc privé, ne peuvent pas se loger. Et je crois que le combat dans les prochaines années, ou dans les prochains mois, ça va être justement de réguler aujourd'hui cette problématique, et ça passe par l'innovation. Alila aujourd'hui fait partie d'un incubateur du logement social qui s'appelle Impulse Lab, donc voilà, qui réfléchit aujourd'hui à plein de solutions. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de startups qui se montent, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais c'est vrai que malheureusement c'est long. Voilà, l'immobilier est un métier qui prend du temps, et voilà, mais en tout cas avec des convictions et l'envie, je pense que tous ensemble on peut réussir à relever ce défi de demain. Innovons ensemble. Alors justement, innovons avec une foncière française de dimension européenne, mais qui jusqu'à présent n'était pas extraordinairement présente dans le logement, je crois qu'on peut le dire, Franck Lirzin. Et donc aujourd'hui, pour vous, pour une foncière du type Gecina, ça veut dire quoi habiter autrement? Alors c'est vrai que Gecina est connu pour son activité de bureau, puisqu'on a le plus important parc de bureaux en Europe, mais on est aussi un acteur important du logement en France. On a près de 10 000 logements et logements étudiants qui sont à Paris, mais aussi dans les métropoles. On est présent à Lyon, à Marseille, à Lille, à Bordeaux. Et c'est donc une activité importante pour nous, une activité historique, puisque ça fait plus de 60 ans qu'on la pratique chez Gecina. Qui était discrète jusqu'à présent, soyons honnêtes. Qui était discrète, mais sur lequel on réinvestit, sur lequel on innove. Et on vit au quotidien ce qui a été évoqué, le changement des usages, une demande très forte de centralité pour être au cœur des villes, dans les métropoles, dans des zones accueillantes, chaleureuses, sécurisées. On le voit aussi sur une demande de transformation des usages, où la propriété, qui était l'alpha et l'oméga, s'érode petit à petit, parce qu'il y a une demande de flexibilité. Il y a des vies qui sont plus en zigzag, des carrières qui sont mobiles, et donc cette demande de flexibilité au travers de la location. Et donc nous, c'est ce qu'on propose, des offres de logement pour ces personnes qui souhaitent être dans les centres-villes, des lieux de vie. Et on voit que pour apporter tout ça, c'est important d'être un acteur institutionnel qui permet d'offrir ses services, d'accompagner, d'industrialiser cette offre. Et donc nous, c'est ce qu'on pratique au quotidien, donc cette exigence servicielle. Ce que je traduis sur le sondage qui a été montré, c'est que le logement, on y passe beaucoup de temps, ça coûte assez cher à chacun, et c'est souvent perçu comme une source de problèmes et de difficultés. C'est une source d'anxiété. Donc là où un acteur institutionnel peut apporter quelque chose de différent, c'est de lever cette inquiétude, de faire que le logement soit simple, soit facile,
Et donc on met en place tout un ensemble de programmes, par exemple pour les étudiants étrangers qui viennent de très loin, qui ne connaissent personne, qui arrivent dans les résidences, pour leur permettre de s'intégrer, d'arriver dans leur chambre, de se créer un réseau, de découvrir la ville où ils sont. On le fait aussi pour nos locataires, pour nos clients qui sont dans les résidences. On essaie de casser ce schéma entre propriétaires méchants, locataires gentils qui s'est installé dans les esprits. Et on va dans les résidences, on se met au milieu de la résidence et on discute avec les locataires pour comprendre leurs problématiques, leur apporter des réponses, être très réactif, avec une qualité de service qui soit extrêmement importante. Et donc tout ça, c'est beaucoup d'humains, mais qui s'entourent d'un ensemble d'innovations, du digital, d'aller travailler avec des startups, d'aller proposer des services, d'aller vendre des kits aussi, de proposer différentes activités et de recréer du vivre ensemble dans nos résidences, des potagers partagés, des bibliothèques partagées. Et donc tout ça remet de la vie au sein des résidences dans nos logements. Justement, proposer un logement, mais plus que du logement grâce à des services externes, pourquoi pas, ou des lieux externes qu'on pourrait habiter à un moment donné, c'est aussi la philosophie de Quartus. Et vous, comment vous appréhendez justement ces nouveaux services et ces nouveaux usages, Sophie Rousseau? Alors Quartus, le groupe Quartus qui est un groupe de promotion, la particularité de Quartus, c'est qu'on est, nous, sur une croissance qui est par la diversification. Et alors cette diversification, ça s'explique justement par cette analyse qu'on a des usagers. Nous, notre ADN, c'est l'humain, c'est les usages, on repart de ça. C'est-à-dire la construction n'est plus drivée par l'incitation fiscale, mais par comment habitent les gens aujourd'hui, comment travaillent les gens aujourd'hui. Et d'ailleurs, les frontières sont de plus en plus floues. Et moi, je viens du monde d'ailleurs plutôt du bureau, et on voyait dans le monde du bureau que cette question de l'habitat arrivait, parce que les lieux de coworking, co-living, qui sont de plus en plus mixtes, hybrides, où on n'arrive plus à déterminer si c'est de l'habitat, du travail, parce qu'aussi c'est une demande des usagers aujourd'hui de rapprocher leur temps de vie. On n'est plus dans des temps aussi simples de la journée de travail et le soir chez soi. Donc on doit aussi appréhender cette transformation, et c'est compliqué pour un promoteur et pour la profession de l'immobilier, où on gère du dur, on gère de la construction, on gère de l'exploitation avec des bâtiments qui ont 30 ans d'âge. Et du coup, on doit aussi permettre cette réversibilité et permettre de faire évoluer le bâtiment. Donc c'est une vraie révolution des mentalités, ce qui veut dire avoir une approche très en amont des besoins. Et on parle beaucoup, on dit les évolutions des familles, la famille monoparentale, ça va beaucoup plus loin que ça aujourd'hui. Les formes d'habitat, et quand vous regardez en micro les formes, aujourd'hui vous avez des gens qui vivent de plus en plus en colocation, vous avez des familles, des grands-parents qui vivent des petits-enfants, enfin, il y a des choses totalement différentes qui se passent, et on ne peut pas avoir une réponse unique. C'est pour ça que nous, on a diversifié. Au-delà de l'offre résidentielle, on s'est positionné sur la gestion de produits, donc des produits gérés comme le co-living, la résidence senior nouvelle génération. Et c'est très important parce qu'en fait, vous avez dans la société aujourd'hui un double phénomène à la fois d'individualisme, mais aussi d'envie de se retrouver avec des gens qui nous ressemblent. Et on le retrouve finalement dans l'étude, était très intéressante parce que ce besoin de sécurité, c'est aussi ce besoin de sécurité. Nous, on y répond par cette offre de vivre dans des espaces de communauté, mais aussi la sécurité, c'est assez marrant parce que ça a été présenté de manière un peu antithétique avec la proximité des centres-villes en disant finalement c'est la sécurité encore plus que la proximité des commerces. Nous, on considère que le pied d'immeuble est un vrai sujet et que justement d'avoir du pied d'immeuble actif répond à la problématique de la sécurité. Parce que quand vous avez un commerçant ou autre qui est ouvert le soir, et alors je retrouve le tropisme peut-être des étudiants de Cergy dont j'ai fait partie, où effectivement la proximité du commerce n'était pas là. Une petite école qui est à Cergy-Pontoise. Tout à fait, mais le commerce c'était le gros centre commercial qui n'était pas, et effectivement ça crée un sentiment d'insécurité. Donc nous on y répond beaucoup par l'offre des pieds d'immeubles, où on va beaucoup travailler sur ça, et nous-mêmes avec une offre de conciergerie qu'on a lancée qui s'appelle Comme un dimanche et qu'on va déployer sur l'année 2019. Cette impression que plus on a de réseaux sociaux, plus de connexions, et plus on a besoin en même temps de liens humains et de services délivrés par une conciergerie, par un gardien, voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, notamment dans le logement social aussi? Oui, et ce qui est intéressant, pardon Catherine, ouais, c'est qu'il me semble qu'on voit d'abord, tout le monde est d'accord sur la révolution, si je comprends bien, mais qu'aussi, je ne vois pas de différence fondamentale dans les demandes, dans les espérances d'un bailleur social oui, ou d'un promoteur privé. On voit bien qu'au fond, il y a des demandes qui sont globales et qui ne sont pas fondamentalement différentes. Puisqu'on parlait de services avec Nadia Bouillet, on en parle avec Sophie Rousseau, donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas fondamentalement peut-être qu'on ose moins le demander. différence. Voilà. Alors, pardon.
Par exemple, sur l'histoire moi, ce qui me passionne, c'est cette histoire. Vous avez les vieux concierges d'autrefois, qui ont un peu disparu d'ailleurs dans nos villes, parfois malheureusement. On a l'impression qu'on retrouve cette idée d'un gardien, de quelqu'un qui est là pour donner du service aux gens. Oui, enfin, je pense que c'est très très complémentaire et effectivement il faut pouvoir, quelque part ce côté humain, on construit bien des logements et on les gère pour les gens qui sont à l'intérieur et ce lien il peut être créé de différentes manières. Donc aujourd'hui on a la chance de pouvoir utiliser des nouvelles technologies mais ça ne remplace pas, c'est complémentaire avec une action aussi physique auprès de nos locataires ou auprès des habitants en général. Et je pense que toutes ces initiatives, c'est intéressant parce que vous voyez, la notion de pied d'immeuble, effectivement, c'est comment dire, faire du coworking ou même la pièce supplémentaire qui est partagée. Aujourd'hui, il commence à y avoir des initiatives comme ça dans certaines résidences. Vous avez des invités, vous pouvez les faire venir dans cette pièce qui est partagée finalement. Ça répond à une demande aussi de la société, que ce soit dans le logement social ou dans le logement privé. Mais il n'y a pas de sujet financier sur autre chose comme ça. C'est quand même, j'imagine, il y a des enjeux là. Il y a des enjeux énormes, notamment dans l'optimisation justement grâce à ces nouvelles technologies. Dans l'optimisation qu'on peut faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire tous ces objets connectés et le big data peut nous permettre de réduire les coûts à travers cette innovation-là. Et après, la question, elle est aussi comment on optimise mieux je dirais nous aussi, nos bâtiments. Je pense à des services qu'on peut offrir, même au-delà de nos locataires. Là, il y a des initiatives sur les parkings des bailleurs sociaux, par exemple, qui sont quelquefois vides, parce que dans les villes, tout le monde n'a pas une voiture. Et ben là, on est en partenariat. Surtout qu'il y a une obligation pour les bailleurs sociaux. Il y a plusieurs sociétés. Oui, on est obligé d'avoir des parkings. Et on a des partenariats avec plusieurs start-up qui justement, comment dire, nous aident à les louer, soit au mois, soit à quelques heures en fait. Et ça, je dirais, c'est vraiment de l'optimisation de l'usage aussi, et qui est au bénéfice de la société globalement, quoi. Et qu'il n'y a pas de surcoût autour de ça. On génère vraiment de la valeur collectivement en fait, en utilisant mieux ces espaces. Et c'est exactement ce que vous disiez sur les pieds d'immeubles aussi. Oui, ce qui était très intéressant, c'est que jusqu'à présent, j'ai l'impression que l'immobilier avec service en France, c'était difficile parce qu'on disait c'est trop cher. On voyait quand on allait à l'étranger, aux États-Unis par exemple, on voyait beaucoup d'immobilier avec service, mais on expliquait toujours qu'en France c'était impossible. Et j'ai l'impression que les nouvelles technologies vont permettre le fait que ce soit possible. Un mot, Sophie Rosson ? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on avait toujours l'exemple du condominium qui était plutôt pour de la classe supérieure. Donc je laisserai parler notamment dans la problématique de la tarification. Lorsqu'on est dans des grands projets mixtes entre les gens qui ont acheté en accession, le logement social, ça pose d'autres problèmes. Mais il est clair qu'aujourd'hui, si on veut retrouver une manière de tarifer cette offre de conciergerie ou autre, ça va passer par des économies qu'on va faire, notamment sur la gestion de l'immeuble, et on va la faire grâce à de l'offre numérique qui se met en place et qui s'est développée. Et ça, effectivement, ça a été, je pense que ça a été le déclencheur. Alors après, aussi, je ne me bats contre l'idée que plus d'intelligence a un coût. C'est-à-dire qu'on peut aussi, parce qu'on a conçu... Non, mais... Il paraît que c'est global cette histoire-là, je ne sais pas. Voilà, non mais on peut aussi, il y a aussi une histoire de temporalité. Si on a conçu assez en amont pour mettre de l'intelligence, ça ne rajoute, et je ne me bats contre cette idée, ça ne rajoute pas forcément un coût de faire quelque chose de plus intelligent, de plus beau. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, il y a une brique de service. Il va falloir aller chercher des économies par ailleurs, mais faire des choses qui sont de bonne intelligence, comme de la mutualisation de parking ou autre, c'est derrière avoir un outil pour le gérer, mais c'est pas forcément plus cher non plus. Alexandra François-Cuxac, vous souhaitiez réagir ? Je pense qu'il y a on va lui passer un micro, Franck, passer le... Oui, c'est important de se poser la question de à quoi va servir cette innovation. Elle peut servir à plein de choses. On le voit ici, il y a des réactions différentes. Cette innovation, elle peut servir à faire accepter, par exemple, des petits logements, des logements qui sont plus petits en surface, simplement parce que les espaces partagés répondent différemment aux besoins des usagers. On n'est pas tout seul dans son salon ou dans sa bibliothèque, mais on va la partager ensemble dans son immeuble, c'est plus convivial. Ça c'est le co-living, entre guillemets, enfin un peu. Oui, mais on voit plein d'expériences chez les promoteurs aujourd'hui de la fédération sur ces sujets-là. On voit que beaucoup innovent en matière d'usage collectif. Et ce que je veux expliquer, c'est que ça peut permettre de faire accepter des petits logements, parce qu'aujourd'hui le logement est très cher, il faut bien pouvoir se le payer, mais ça peut aussi faire accepter des grands logements. J'entends aussi que nos clients veulent parfois des plus grands.
ça peut faire accepter des grands logements pour la colocation, ou ça peut faire accepter des grands logements parce que le démembrement, nouvelle ingénierie, va permettre justement de s'offrir l'usufruit d'un grand logement. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de vérité. L'innovation aussi digitale, elle peut être au service de la ville, de son acteur premier qui est l'élu, parce qu'il a des sujets de mobilité à régler, il a des problèmes de sécurité à régler, il a tout un tas de sujets comme ça, donc ça peut être à ce service-là. Donc là, tout le monde est content, on voit que c'est une motivation très forte des concitoyens. Mais ça peut être également au service de la baisse des coûts d'entretien du bâtiment. J'avais été marqué dans Métropole du Grand Paris dans le concours où il y avait un tout petit promoteur qui avait gagné parce qu'il avait fait une innovation vachement maligne, qui était qu'au rez-de-chaussée du bâtiment, il avait mis un local, mais ce local allait être loué offert à la copropriété pendant le montage opération et loué donc par cette copropriété au service de la baisse des charges communes de l'immeuble. Et donc c'était très malin, c'est tout simple. Si on se comporte par rapport à cette innovation avec l'obsession de la baisse des coûts, en tout cas de cette valeur positive qui est réinjectée dans l'immeuble, c'est le sujet des data, des big data, c'est le sujet des bâtiments passifs, quand trop d'énergie permettent aussi d'être déployés pour baisser les coûts collectifs. Tout ça, je crois que ce sera des progrès. Et dernière chose, pas être trop longue, je pense qu'il faut absolument qu'on ait l'obsession de la pédagogie et de l'explication. De la pédagogie pour nos élus locaux, complètement largués dans ce qu'on est en train de faire, parce qu'on les laisse à côté, qu'on ne parle pas suffisamment avec eux, que cette ingénierie territoriale fait qu'elle soit partagée, et aussi avec les habitants. Et si on ne met pas dans la boucle les habitants, à travers bien sûr la mobilisation, la concertation, mais aussi beaucoup la pédagogie, les uns et les autres. À la Fédération des promoteurs immobiliers, on en parle énormément. On est entre nous en train de s'interroger pour la meilleure manière de concerter nos habitants et de les permettre de coproduire, de co-réagir aussi à ce qu'on fabrique. Et ben, je crois qu'on aura laissé les gens au bord de la route et on arrivera peut-être tout seul à Rome et donc du coup on arrivera mal. Le projet de réinventer Paris que vous avez évoqué, je pense que Tamar Foucheras-Lavergne peut en parler. C'est un projet ABIX. Oui, alors c'est le tout premier projet ABIX qui a été réalisé dans le cadre de Réinventer Paris. Alors Alexandra François-Cuxac ne faisait aucune pub, hein, bien entendu. Hein. Non, parce que c'est un sujet de promoteur qui a travaillé avec une start-up. Micro, sans micro. Oui, alors effectivement, le principe de la start-up sur ce type de projet d'accompagnement des acquéreurs du choix des espaces partagés est vraiment fondamental chez nous. On considère qu'il faut effectivement proposer des espaces partagés pour créer du lien, mais aussi pour permettre d'avoir effectivement quelques mètres carrés de moins à acheter chez soi ou avoir des usages hyper proximité qui permettent de bien vivre chez soi. Le principe d'ABIX, c'est créer son logement, mais aussi être bien chez soi. Donc, être en sécurité, dans ce cas-là, les futurs acquéreurs vont voter pour avoir un gardien. S'ils souhaitent s'ils souhaitent éviter d'avoir un bureau chez eux, ils vont voter pour un espace de coworking. Alors, en revanche, on n'est pas du tout dans le même principe que ce que proposent aujourd'hui les AMI ou les promoteurs classiques dans le cadre des AMI. C'est que on n'impose pas un espace partagé ou un usage de cet espace partagé aux acquéreurs. Ce sont les acquéreurs eux-mêmes qui vont en faire le choix. Et c'est ça qui est vraiment important parce qu'on a vu trop souvent des espaces partagés qui effectivement animaient les rez-de-chaussée. Donc ça, effectivement, c'est génial que ça anime les rez-de-chaussée. Moi, je suis ancienne aménageur, donc je pense que c'est vraiment fondamental. En revanche, ces espaces partagés qui souvent ne servent à rien ou qui sont mal utilisés parce que les gens n'en voulaient pas, c'est assez ennuyeux. Les buanderies, par exemple, personne ne vote jamais dans nos projets pour les buanderies parce que culturellement, ça ne fonctionne pas. Les conciergeries, on a plutôt des demandes dans le haut de gamme ou le très haut de gamme sur des conciergeries parce qu'effectivement, ça coûte cher. Les acquéreurs restent très prudents sur le côté financier justement de ces espaces. Un espace de jeu pour enfants, ça marche très bien. Un espace de jeu pour enfants extérieur, ça marche encore mieux dans les opérations d'entrée de gamme parce que justement ça ne va pas coûter cher. Du coup, on n'impose pas l'usage de ces espaces partagés, mais c'est vraiment le choix des acquéreurs. Et selon la gamme, selon l'endroit, on n'a pas la même demande. En tout cas, la question, la buanderie, vous en parliez, l'appartement partagé, ça, personne chez nous ne vote jamais pour ce type de... Alors que la buanderie, ça marche tellement bien aux États-Unis, en tout cas dans les grandes métropoles américaines. Je suis même étonnée que ça ne marche pas. Parce que mais c'est parce qu'en France, on lave son linge chez soi et qu'on n'aime pas le partager avec d'autres, alors qu'aux États-Unis, je pense que c'est un très grand classique.